Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ces derniers mois, j'ai vécu 3 courses très différentes. L'une d'entre elles m'a rappelé l'importance du rythme, une deuxième m'a testé sur un parcours vallonné, et la troisième m'a permis de valider un objectif que je poursuivais depuis longtemps. Je ne vais pas vous noyer de chiffres, juste assez pour planter le décor, parce que la vraie valeur de cet épisode, c'est le mode d'emploi que j'en ai tiré. Comment choisir les séances qui rapportent le plus quand le temps manque? Comment éviter les bobos classiques, frottement, cloque, fatigue durable? Et comment garder la motivation quand le quotidien déborde? Que vous prépariez un 5, un 10, ou votre premier SMI, ou encore mieux, un marathon, vous repartirez avec des idées simples à appliquer dès votre prochaine sortie. Prêt à booster votre parcours running? On appuie sur play et c'est parti. Cet épisode a été réalisé sous forme de débrief, à froid, où j'essaye de partager un maximum d'enseignements tirés de mes participations à ces courses. Vous le sentirez dans le dialogue, dans les propos. J'espère que vous apprécierez. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. J'ai commencé une formation d'entraîneur chez Swiss Athletics en 2022, sauf erreur. À l'époque, c'était un module de formation de sport pour les adultes. Donc, c'était un peu le moyen pour moi d'entrer dans le monde du coaching, sachant que c'était un prérequis pour pouvoir aller plus loin au niveau de la formation sportive. Cette formation-là, elle s'est continuée donc avec une formation spécifique en trail running et course de montagne en 2023, que j'ai pu réaliser à Crans-Montana avec une équipe qui était vraiment super. C'est à cette occasion-là d'ailleurs que j'avais fait la connaissance de Roberto Rivola, avec lequel on enregistre un épisode de podcast. J'ai pu apprendre un certain nombre de techniques de monter avec les bâtons, descente, trail, etc. et conduite de route de course à pied. Ça, c'est pour une partie un peu digression. Et puis, j'ai finalisé ma partie formation des adultes chez Swiss Athletics en 2024 avec la formation de running niveau 2 qui pour la validation, mais il a fallu que je fasse une planification de A à Z pour un athlète fictif ou réel. Et moi, j'avais choisi l'athlète réel qui était Laure, qui a réalisé son premier Mora-Fribourg, donc la course Mora-Fribourg en 2024, le jour de mes 40 ans. Nous l'avons couru ensemble. Et puis, il y avait 2 défis pour elle. C'est qu'elle avait débuté à courir sérieusement l'année auparavant. Donc, elle a débuté sérieusement en 2024, début 2024. Et puis, en 2023... on avait commencé petit à petit à aller tous les mercredis matins, à 6h du matin, on allait faire un blabla marche. Un blabla marche, on marchotait pendant une demi-heure comme ça, histoire de refaire le monde. Les enfants sont chez leurs grands-parents tous les mardis soirs. On est chanceux de pouvoir compter justement sur les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui permettent aussi alors de pouvoir aller à son théâtre les mardis soirs, à moi de m'entraîner, à recevoir mes invités pour le podcast Au-delà du mur. Donc, en 2024, début 2024, Laure commence sérieusement la course à pied avec un plan d'entraînement que je l'avais concocté sur mesure pour l'examen de running du niveau 2 chez Swiss Athletics. Et puis, on a suivi ce planning-là durant toute l'année. Donc ce planning-là, il a été validé étant donné que Laure a réussi à tenir son temps et en plus elle a réussi à tenir la course. C'était le jour de mes 40 ans, c'était vraiment une superbe journée. Je ne pouvais pas rêver meilleur cadeau que de partager ces 40 km avec elle. Et j'ai trouvé aussi vraiment trop cool de pouvoir progressivement passer de la marche, de nos blabla marches du mercredi matin à trottiner petit à petit et puis avec le fait d'avoir semé une graine dans son esprit et puis finalement même si elle dit encore d'ailleurs qu'elle n'aime pas la course à pied ça reste un sport qu'elle peut pratiquer
très facilement de par le peu de temps qu'on a à disposition. Donc je dirais, par la force des choses, elle s'est trouvée à pratiquer de la course à pied, et même si elle dit qu'elle aime pas, j'ai quand même l'impression que même si elle aime pas, il y a plein de choses autour de la course à pied, du fait de pratiquer un sport, d'être fatigué, de fatiguer son corps, qui lui font beaucoup plaisir. Donc le fait qu'elle ait pu achever cet objectif-là, moi ça m'a donné aussi un boost de confiance parce que ça m'a apporté une certaine crédibilité, légitimité en tant qu'entraîneur. Je me disais, bah, si j'ai réussi à le faire pour elle, maintenant le défi ultime ça va être de le faire pour moi. Et jusqu'auparavant, j'avais systématiquement fait appel à des coachs externes, donc ils me donnaient des programmes d'entraînement, puis je suivais à la lettre et je me posais pas vraiment de questions. Le fait de pouvoir réaliser cette formation spécifique running, c'était pour pouvoir avoir une certaine crédibilité dans les questions que je posais aux experts en termes de course à pied, mais finalement je me disais aussi, à force de demander systématiquement à des entraîneurs s'ils sont d'accord d'enregistrer des épisodes de podcast avec toi, bah dans quelle mesure est-ce que toi tu pourrais pas devenir un entraîneur? J'ai beau pas avoir l'expérience de la plupart des entraîneurs qu'il existe, c'est pas grave, j'accepte, mais bon, tout le monde a bien dû commencer à un moment donné. Donc mon programme d'entraînement pour cette année 2025, il a été réalisé exclusivement par mes soins sur la base des retours d'expérience de Laure et aussi de ce que j'ai pu tester, en tout cas entre les vacances d'été 2024 et la fin de l'année 2024, où j'ai pu tester mes sensations, reprendre un peu une habitude de courir, tout tranquillement. Et puis, à l'époque, j'avais en parallèle également une application qui s'appelle Running Coach, qui, entre-temps, est devenu un de mes partenaires pour le podcast, encore merci à eux. J'utilisais en fait ce générateur de plan d'entraînement dans lequel on renseigne un certain nombre d'informations qui va nous générer un programme d'entraînement en fonction de notre niveau. Et au début, j'utilisais les deux en parallèle, juste histoire de m'assurer que ça ne déconnait pas trop. Et puis petit à petit, je me suis dit, ok, maintenant si j'ai envie de voir si ça marche vraiment, je suis obligé de sauter dans le bain. Et ce grand bain-là, je l'ai franchi en vrai depuis la fin du Mora Fribourg en 2024. Donc depuis octobre jusqu'à décembre, j'ai effectué les premiers réglages. Et puis depuis le 1er janvier, je me suis dit, c'est bon, j'essaye de partir tout seul avec mon propre programme d'entraînement. Les journées d'entraînement, c'était, je m'entraîne encore à courir entre 3 et 5 jours par semaine en fonction du moment où je me situe dans le mois. Donc je me suis constitué un mois type, un mois d'entraînement type avec 4 semaines. La troisième semaine étant la semaine où il y aura davantage de charges. C'est la semaine où je vais parcourir le plus de kilomètres et où je vais avoir le plus d'intensité dans mes entraînements. Les semaines 1, c'est les semaines les plus légères. C'est les semaines où je récupère un petit peu. C'est là où je vais mettre mes séances de massage, par exemple, les séances chez l'ostéo, les tests d'effort. Et c'est également les séances où j'ai potentiellement les séances du conseil communal. Les grosses semaines comme ça me permet aussi de me dire, tous les temps de temps, alors j'ai les séances du conseil toutes les 2 semaines, j'arrive pas à tenir mon mésocycle, mais au moins j'essaye de caser mon cycle mensuel de course à pied, d'entraînement, en fonction aussi des obligations que j'ai au-delà de la course à pied. Donc entre mes entraînements, entre 3 et 5 entraînements de course à pied par semaine, et puis au début je m'étais préparé un programme très ambitieux où je me disais que j'allais faire des travaux, que j'allais faire des séances de renforcement 2 jours par semaine. J'avais d'ailleurs un abonnement dans la salle de sport, et puis si au début j'étais extrêmement assidu, force est de constater que très rapidement, j'ai délaissé les séances à la salle de sport par des séances uniquement de course à pied ou des séances de récupération. Parce qu'en fait, ça fait encore plus de logistique. Enfin, dans ma tête, j'étais pas prêt encore à mettre tous ces éléments ensemble pour pouvoir avoir un plan d'entraînement global. Et c'est aussi des choses comme le renforcement musculaire, vu qu'on y parle, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment réussi à intégrer de manière durable dans mes entraînements. Et je sais que si je veux vraiment progresser, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je travaille. En parallèle, l'automne dernier, j'ai fait l'acquisition d'un tapis de course d'occasion, donc ça m'a permis de courir également en hiver à l'intérieur, donc j'avais plus l'excuse de il y a de la neige, il fait pas beau, il y a du vent.
Et surtout, ça m'a permis aussi de réaliser des séances d'entraînement courtes, une trentaine de minutes, les jours où c'était compliqué avec les enfants, où j'avais vite fait un petit créneau. Ça me permettait justement d'avoir 30 minutes d'absence parce que la préparation et la douche se faisaient sur place. Et ça, franchement, ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait parce que ce tapis-là, on a fait des centaines et des centaines de kilomètres dessus, peut-être même des milliers de kilomètres si on cumule le kilométrage qu'a également réalisé l'or dessus. Ce qui fait que mon garage, c'est devenu un peu une Batcave où il y a un tapis de course, où il y a un mur avec tous mes dossards. J'ai même fixé une télé dessus pour les séances hyper difficiles ou alors hyper monotones. Comme ça, je pouvais aussi me distraire et écouter de la musique ou alors regarder une séance ou alors regarder des vidéos. Le week-end, en alternance, c'était soit moi, soit Laure qui partions courir, soit moi en premier, soit elle en premier, l'un après l'autre, soit le samedi, soit le dimanche, en fonction des activités qu'on avait prévues en famille. Donc, on a toujours réussi à s'organiser. Et puis, les séances difficiles, c'était systématiquement les jeudis. Et cette année, j'ai utilisé le programme Nolio pour réaliser, en fait ça fait depuis des années que j'utilise Nolio pour la préparation, la consignation de mes programmes d'entraînement. Donc certains utilisent d'autres applications. Moi j'utilise Nolio. Ça me permet non seulement de préparer mes programmes d'entraînement à moi, ça me permet de préparer aussi les programmes d'entraînement à Laure, au format entraîneur. Comme ça j'utilise la même plateforme et puis les entraînements sont envoyés directement sur son téléphone. Et ça franchement c'est vraiment un super plus. Et ce même programme-là, il me permet d'effectuer des débriefs. Au début, étant donné que j'avais pas énormément confiance en moi et mes capacités d'entraîneur, à l'issue de chaque entraînement, je faisais un débrief qui était extrêmement complet. D'ailleurs, au début, j'y écrivais, puis ça me prenait énormément de temps. Donc, petite astuce, pour optimiser votre temps de débrief, utilisez l'enregistreur vocal de votre téléphone. Alors, soit vous l'ajoutez après comme pièce jointe, soit vous utilisez le système de dictée qui fonctionne extrêmement bien. Il y a quelques trucs à corriger, mais en soi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner votre feedback à chaud à l'issue de chaque entraînement. Et à chaque fois que je donnais un feedback, avant de replanifier cet entraînement-là ou de le refaire la semaine d'après, je regardais le feedback que je m'étais donné la semaine auparavant et j'ajustais de manière incrémentale, systématiquement, mon entraînement pour le rendre plus facile, plus difficile, un peu plus long, un peu moins long. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai pu progresser et définir quelles étaient mes limites. Et puis, je voyais ma progression, étant donné que d'un cycle mensuel à un autre cycle, je voyais qu'il y avait une progression. Et ça me permettait aussi de savoir, de mieux détecter peut-être les signes de fatigue sur un même entraînement, que je savais que j'arrivais à tenir, par exemple les 6 fois 1000 mètres à une allure cible, quand j'étais dans le cadre de la préparation pour mon 10 km. Il y a des semaines où ça passait crème, les séances 6 fois 1000, et des semaines où c'était beaucoup plus difficile. Ça, en plus des feedbacks, ça me permettait aussi d'avoir des superbes indications sur mon niveau de fatigue. Au niveau des 3 jalons de cette année 2025, donc j'ai parcouru le 12 janvier la Run and Walk à Berne. C'était l'occasion pour moi de reprendre le dossard après les fêtes de fin d'année, donc c'était très tôt, début janvier, histoire de casser un peu le rythme et puis de me dire, je vais me laisser entre guillemets aller en début d'année. Non, je me suis dit je vais prendre un dossard très très rapidement. Et puis la ville de Berne, c'est une ville que j'aime beaucoup, donc c'était l'occasion aussi de pouvoir participer à une course dans cette ville que j'aime bien et également de pouvoir réaliser une partie de la journée, passer une partie de la journée avec les enfants dans une ville qu'on aime bien aussi. Donc c'était l'occasion rêvée de pouvoir combiner une course tôt le matin et une activité potentiellement avec la famille l'après-midi. La température était très très fraîche, il faisait -5, je crois, sauf erreur, lors du départ. Ce qui fait qu'au niveau température, c'était franchement pas idéal pour battre le record. Et en plus, au niveau du dénivelé du parcours, c'était un parcours qui montait quand même toujours un petit peu. Et puis sur la deuxième partie, il y avait quand même passablement de zone de relance. Donc j'étais clairement pas parti pour essayer de faire un temps canon lors de cette course. Le chrono était quand même très très satisfaisant. J'étais pas loin de mon ancien record sur 10 km, malgré la montée, malgré la température et malgré les relances. Donc je me suis dit, ok, ça c'est quand même un bon indicateur de mon niveau de forme en ce début d'année. Je suis pas trop mal.
Un point où je me suis rendu compte qu'il fallait que j'améliore immédiatement après ma participation, le jour même de ma participation à cette course de Run and Walk, c'est la partie logistique, la gestion du déplacement. Je me suis endormi au niveau de l'organisation de cette course, ce qui fait que j'ai pas regardé vraiment à quelle heure, j'ai pas fait attention à quelle heure il y avait mon bloc de départ pour la course. Ce qui fait que j'ai pris un train plus ou moins à une heure que j'estimais qui était la bonne. Il s'est avéré que si le timing était bon au niveau du train, mon bloc de départ, en fait, c'était un des tout premiers. Parce que j'avais quand même mis que je ferais un temps assez rapide. Ce qui fait que j'ai loupé mon bloc de départ. Et ouais, j'ai loupé mon bloc de départ comme un imbécile. C'est la première fois de ma vie que mon bloc de départ part et que moi, je suis encore là, tranquille, assis, en train de blablater. Donc au niveau départ pour la course, franchement, il n'y a pas pire. Ce qui fait que progressivement, quand je me suis rendu compte que je m'étais peut-être planté, on avait fait le déplacement avec ma femme et mes enfants dans le train le matin, donc tout le monde était ensemble, je me suis changé dans la tente de la fête. C'était une petite course avec une superbe ambiance. Et puis à un moment, j'ai quand même dit à ma femme, écoute, je vais y aller parce que je pense que c'est bientôt mon bloc de départ. Moi, je crois que je partais un quart d'heure après l'heure réelle, 10 minutes après l'heure réelle, à laquelle je devais partir 10 minutes plus tôt que ce que j'avais imaginé. Soit quand j'ai entendu le premier pan retentir quand j'étais dans la tente, je me disais, après, il va falloir que j'y aille. Donc, voilà, je me suis changé dans la tente de la fête, en fait, tout simplement parce que j'avais pas bien pris la peine de regarder les plans pour savoir où est-ce que j'aurais pu aller me changer. Franchement, j'avais clairement le temps d'aller dans la tente, enfin dans les vestiaires qui étaient prévus à cet effet-là pour me changer. Ça m'aurait permis aussi de me mettre en condition avant la course, de pas louper mon bloc de départ. Mais au lieu de ça, je me suis enfermé dans un faux rythme, dans une fausse ambiance sous cette tente-là avec la famille. Puis entre-temps, on a croisé des gens qu'on connaissait. Et puis, j'ai loupé mon bloc de départ. Donc forcément, je pars avec le bloc de départ 10 minutes après. Monstre stressé parce que je me dis c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut être autant bête, comment est-ce qu'on peut être autant nul, et démarrer une course comme ça, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Mais bon, je suis allé au bout de ma course. Donc, retenir pour les prochaines courses, astuce hyper importante, regarder, bien analyser les cartes et puis la géographie des différentes infrastructures pour le jour de la course pour savoir exactement où est-ce qu'on a prévu d'aller. Le summum et le top du top, c'est clairement d'aller sur place quelques temps avant, histoire de repérer les lieux, comme ça le jour où on arrive pour la course, c'est beaucoup plus simple. Deuxième objectif, premier test, je dirais grandeur nature, c'était les 10 km de Payerne qui ont eu lieu le 23 février 2025. Ça, c'était clairement le premier coup de pression que je me suis mis, parce que c'était l'occasion de voir si la vitesse était au rendez-vous. Clairement, après autant de temps à tourner autour, comme l'année passée au niveau des 10 km d'Annecy, auquel j'ai participé en avril, et puis je m'étais arrêté, et puis j'étais à moins d'1 minute de mon record, et puis j'étais bien ce jour de course-là. Et puis la Run and Walk en janvier, je me disais franchement, là, il faut aller chercher ce record, t'as plus d'excuses. Donc, première fois que j'avais réellement, entre guillemets, la pression, une pression que je me mettais. Donc c'était l'occasion pour moi de tester mon programme d'entraînement après, je dirais, étant donné que j'ai commencé en octobre, après novembre, décembre, janvier, après 3 mois. Voir où est-ce que je me situais au niveau de mes différents entraînements. Voir si les entraînements sur le tapis de course en hiver ont porté leurs fruits. Parce que j'ai pas beaucoup pu m'entraîner dans le stade en hiver. Donc ce test, étant donné l'expérience que j'avais vécue lors de la Run and Walk à Berne, je suis parti ce jour-là, seul en train en premier. C'était hyper important pour moi de pouvoir me mettre dans ma bulle avant de participer à cette course, histoire d'être sûr qu'en tout cas j'avais toutes les chances de mon côté et puis que j'avais pas d'éléments perturbateurs extérieurs qui étaient là pour me déconcentrer. Et puis la météo, je suis allé 2 semaines avant la course
reconnaître le parcours. Quand bien même j'avais déjà fait la boucle, c'était extrêmement important pour moi de savoir, de me rappeler à quel moment est-ce que ça risquait d'être un peu plus difficile, à quel moment il fallait relancer, voir s'il y avait eu des travaux. J'ai très bien fait d'ailleurs parce qu'il y avait des travaux sur la fin de la boucle quand on revient dans la ville de Payerne. Donc le jour où j'ai fait la reconnaissance, il y avait des travaux, la route était barrée. Dans ma tête, je me disais, tiens, est-ce que le jour de la course, le parcours serait modifié? Donc j'étais vraiment très content de pouvoir me poser ce genre de questions-là le jour où j'étais là pour effectuer cette reconnaissance. Et ça m'a grandement aidé. Le jour de la course, je pars. Départ de la course, c'est 10 km de Payerne. Dans ma tête, franchement, mes rêves les plus fous, je me disais 40 minutes au kilomètre, jamais je vais y arriver. En fait, j'ai même pas réussi à tenir cette allure-là à l'entraînement, donc il n'y avait aucune chance que le jour de la course, j'arrive à la tenir. Le jour de la course, on est toujours un peu plus motivé parce qu'il y a les encouragements, il y a le monde, et puis on est toujours un peu plus vite que ce qui était prévu. C'est un peu les règles du jeu, mais je me disais, il faudrait vraiment que j'aille beaucoup plus vite pour pouvoir tenir le coup. Et j'ai effectivement pas réussi à tenir le coup, ce qui n'était pas un problème en soi. Je connaissais mon entraînement et je savais de quoi j'étais capable, donc je m'étais fixé une stratégie extrêmement simple le jour de cette course-là, qui consistait à rester dans une allure, dans une sensation d'effort, déjà dans une sensation d'effort perçu. Vous allez me dire c'est extrêmement subjectif, effectivement, mais c'est une sensation d'effort perçu que j'ai l'habitude et que j'avais déjà entraîné à l'entraînement. Donc je m'étais dit, l'objectif de cette course-là, c'est de me situer entre 8 et 9 sur 10. En vrai, je m'étais dit, je vais me mettre sur 9, comme ça je suis sûr que je tiendrai, mais c'était vraiment pas de péter. Dans ma tête, je me disais, je pars de cette course, je dégoupille la grenade, et puis, advienne que pourra, on verra jusqu'où j'arriverai à tenir. C'est pour ça que j'ai gardé cette marge de 1 à 2 sur 10, soit 8 et 9 sur 10 au niveau de la sensation d'effort. Et autre indicateur que j'avais également, c'était aussi la fréquence cardiaque. Parce que je savais que quand je m'entraînais à l'allure du 10 km, autour du stade ou sur le tapis, je savais à quelle zone ma fréquence cardiaque devait monter. Je me suis interdit de regarder l'allure à laquelle je courais et je me suis focalisé uniquement sur la fréquence cardiaque. Et puis, l'idée, c'était que la fréquence cardiaque que je voyais correspondait à la sensation perçue. Le record passait au second plan. Je m'étais interdit de m'imaginer en train de battre le record avant d'avoir terminé la première boucle. Je termine la première boucle, 21 minutes et des poussières. Je me dis, franchement, ça sent bon. Dans ma tête, je fais vite un petit calcul. Tu multiplies par 2, ça fait 42 minutes. Dans ma tête, je me disais, il n'y a plus qu'à faire la même chose que le premier tour. Effectivement, sur le papier, c'était très simple. Une des choses qui je trouve extrêmement difficile quand on doit faire plusieurs fois la même boucle, c'est que il n'y a que la première boucle qui est entre guillemets une surprise. Et étant donné que j'avais déjà fait les 2 tours en reconnaissance 2 semaines avant, il n'y avait plus aucune surprise. C'était déjà c'était la 6e fois que je faisais ce tour-là en très peu de temps. Donc très rapidement, quand j'ai entamé le début du 2e tour, ça a commencé à être difficile, en tout cas au niveau de la tête, parce que j'avais des idées parasites, en tout cas, qui me trottaient dans la tête. Et je commençais à cogiter, etc. Je commençais à me dire que c'était dur, je sentais que musculairement, ça devenait difficile. Je me suis accroché, j'ai essayé de m'accrocher aux gens qui avaient autour de moi. Je sentais qu'il y avait des personnes qui accéléraient. Donc toujours cette sensation désagréable d'avoir l'impression de ralentir, parce qu'il y a des gens qui vont plus vite que nous à un moment donné. Au début, on les dépasse, et puis au bout d'un moment, il y a des gens qui nous dépassent. Je me suis pas fait déconcentrer par ces personnes-là. J'ai essayé de pas me faire déconcentrer. Et puis je suis resté focalisé dans ma bulle en me disant fais ta course, fais ta course, fais ta course. Et puis cette fois-là, donc il y avait Laure qui était là avec les enfants pour m'encourager. J'étais assez stressé sur les 2 tours parce que je voulais pas que les enfants puissent me voir lors du premier tour, parce que les enfants, quand ils voient un parent qu'ils connaissent et puis qui s'arrête pas, en tout cas les miens en général, ils sont pas très très contents et ça crie. Donc je me suis dit, j'espère juste qu'ils seront pas là le premier tour, parce que ça va vraiment me perturber et puis ça va un peu me polluer l'esprit. Et heureusement, ils n'étaient pas là pour ce premier tour-là. Par contre, lors du 2e tour, ils étaient là.
quand il restait 200 mètres, et ça m'a filé un coup de boost extraordinaire quand je les ai vus, et puis qu'il me restait 200 mètres pour terminer ces 10 km de Payerne. Et à ce moment-là, je savais déjà que j'allais battre mon record. Je me suis autorisé à regarder l'allure cette fois, et puis j'ai déroulé les 200 derniers mètres pour terminer ces 10 km en 42 minutes et 18 secondes. Soit 2 minutes et 26 secondes plus rapide que mon record de 2020. C'était une très très grande fierté, et pour la première fois, je me suis dit, tu es un entraîneur crédible. Il y avait une sensation de soulagement. Avant le côté euphorie d'avoir battu mon record, je me suis dit, t'es crédible, t'es un entraîneur crédible. J'ai vraiment adoré cette course-là, et la chose que j'ai particulièrement appréciée, encore au-delà de toutes ces sensations qui étaient positives, le fait que j'ai battu mon record, que je sache que je suis en mesure de réaliser mon propre plan d'entraînement pour battre mes records, c'était que j'ai eu aucune courbature, j'ai eu aucune mauvaise sensation. Et ça, c'est une astuce que je vous partage. En plus, depuis quelque temps, systématiquement, 3-4 jours avant une course, je vais me faire masser. Je vais me faire masser avant la course, comme ça, ça me détend les muscles. La nuit, directement après le massage, voire la nuit d'après, j'ai l'impression qu'il y a un camion qui m'est passé dessus. Mais ensuite, les jambes, elles sont fraîches, elles sont d'un répandant, c'est juste un truc de dingue. Donc ça, c'est la petite astuce que j'ai retenue sur les 10 km de Payerne, que j'ai pu valider sur les 10 km de Payerne, parce que je l'avais déjà testé en 2024, lorsque j'avais déjà battu mon précédent record sur Sierzinal de 45 minutes. On en vient à la Kaiserslautern, course bonus entre guillemets. Je me suis dit c'était l'occasion de courir plus que 10 km avant le semi-marathon. C'était le dernier test entre guillemets avant ma phase de semi-marathon. J'abordais quand même cette course avec un certain détachement, parce que c'était pas une course prioritaire. J'avais déjà battu mon record aux 10 km de Payerne, et puis, à quelque part, j'avais déjà commencé un peu à me démobiliser. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'était vraiment un point d'attention que j'avais pas anticipé dans mon programme d'entraînement. C'est en fait le début de démotivation, en tout cas, le fait que je commençais un peu à douter de ma volonté de vouloir me refaire mal pour endurer un 10 km, un 15 km. Ou alors même un semi-marathon. Après les 10 km de Payerne, je me suis autorisé quelques jours de pause quand même, parce que c'était important. Et puis j'ai réenchaîné directement avec des séances au seuil, avec des séances à l'allure de course, avec quelques séances en montée. Je n'ai pas fait énormément, parce que les deux courses, la Kaiserslautern a eu lieu le 15 mars, 3 semaines après Payerne. Et puis, j'avais pas fait énormément de montées. J'ai fait quelques séances de côte, mais les côtes, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Et puis, en général, on repousse jusqu'au dernier moment les choses qu'on n'aime pas faire. Choses que j'ai faites pour cette Kaiserslautern. Franchement, c'était compliqué. Donc, cette dernière phase-là, j'ai quand même essayé tant bien que mal de me remobiliser pour réaliser des séances d'entraînement spécifiques. J'ai aussi bien privilégié la récupération, parce que je me disais que ça ne servait à rien d'avoir le meilleur entraînement du monde, c'était pour arriver cramé le jour de la course. Et puis, étant donné que ce n'était pas forcément l'objectif principal, je ressentais déjà, moins la pression du chrono, et puis des deux, c'est peut-être aussi pour ça que j'avais aussi un peu cette légère baisse de motivation. Donc quand j'ai attaqué cette course-là, je suis parti bien en tête, avec ma même allure que celle du 10 km de Payerne. C'était un peu une erreur quand même, je dois dire, parce que dès la première montée, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. J'ai failli exploser après la première montée. D'ailleurs, j'ai vu mes statistiques sur la ligne de départ. Je me suis pas caché sur la ligne de départ. Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé à la première ligne de mon bloc de départ. Aussi rapide soit-il ou aussi lent soit-il. Ça, c'est pour les mauvaises langues, dans les deux sens. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ok, je vise. Je me suis inscrit pour faire 1h10, je crois, ça fait rare, au niveau de la Kaiserslautern, enfin moins d'1h10. Je me suis dit, ok, tu t'inscris pour faire moins d'1h10, tu te caches pas, tu te mets pas derrière ton bloc de départ, tu te mets en condition dès le départ, comme ça tu diras pas après tu utiliseras pas après l'excuse d'avoir dû dépasser des gens
parce que tu étais derrière, etc. Donc, j'ai pas cherché à me cacher, je me suis mis devant, je suis parti bien en tête. Et puis, je serais tenté de dire, jusqu'au premier temps intermédiaire, j'étais premier de ma catégorie. C'était assez cool. J'ai vu ça après dans les analyses. Mais après la première montée, dès le début de la première montée, je me suis dit, ok, on va se calmer un peu, quoi. Je me suis dit, ça va clairement pas le faire. Ça va clairement pas le faire. Et si je me faisais aucun doute sur le fait que j'allais de toute manière battre mon record sur cette course-là, pour la simple bonne raison que ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas faite, et puis à cette époque-là, j'étais vraiment, vraiment pas bon en montée, et je savais que là, j'avais au moins la capacité de trottiner en montée, donc je savais que j'allais de toute manière gagner du temps en montée, et ben, je savais que j'allais battre mon record. Donc j'étais quand même un peu plus relâché au niveau de mes foulées. Ça, c'est vrai que c'était assez cool. J'ai bien accéléré. En montée, je savais aussi à quel plan me tenir. Donc je me suis tenu au même plan que celui des 10 km. Je savais dans quelle zone de fréquence cardiaque je devais me situer, y compris en montée, même si j'allais plus lentement. Donc je savais que je pouvais tirer jusqu'à 170, 175 de fréquence cardiaque, y compris en montée, indépendamment de l'allure, et je savais que ça allait tenir. Et ça, franchement, c'était vraiment génial. J'ai pu tenir toutes les montées, y compris la Ramsey Hill, en trottinant, très très légèrement, mais en trottinant. J'aurais jamais cru que je pourrais la faire en trottinant. Quand je voyais les gens qui ralentissaient puis qui se mettaient à marcher les uns après les autres, franchement, j'ai aussi eu envie de marcher, mais je me suis dit non. Cette fois, tu vas aller jusqu'au bout de cette montée en trottinant, y compris, même si c'est en faisant semblant de courir, en trottinant, mais tu vas y arriver, tu vas aller jusqu'au bout. Et ça a tenu. Franchement, c'était génial. C'était vraiment trop, trop, trop génial. J'ai adoré cette sensation de pouvoir me dire que je peux courir en montée. Et puis, ça a vraiment été un truc de dingue. Parce que j'ai battu mon record de la Kaiserslautern. Plus on allongeait distance, plus le delta entre le record était grand. Mais j'ai quand même battu mon précédent record de 8 minutes. Donc j'ai fait 1h07 ou 08. Je sais plus en tête. Je mettrai dans les descriptions de cet épisode les records justes pour les number freaks, ceux qui adorent les chiffres. Mais dans mon esprit, franchement, j'étais trop content de ce chrono-là. Et surtout dans ma tête, je me disais, je me confortais dans l'idée que j'étais encore plus un coach crédible parce que je savais aussi me remobiliser quand il fallait. Par contre, ce qui était très très, ce record-là, ça n'a fait que accélérer, je dirais, mon sentiment et ma sensation de me démobiliser avant mon objectif principal, mon premier objectif principal de cette saison qui était le semi-marathon de Zurich. Il me restait un mois avant la course, donc je me disais, ok, tranquille, c'est facile de pouvoir m'entraîner tranquillement, sereinement, je vais pouvoir réaliser des séances, des intervalles plus rapides. Je vais pouvoir réaliser des intervalles à l'allure du semi-marathon, un peu plus, etc., augmenter le volume, pouvoir me tester. Et puis en fait, j'ai l'impression que tous les entraînements que j'ai réalisés ce mois-là, ils étaient difficiles. C'était vraiment, vraiment dur. C'était vraiment très, 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 très dur. Et puis, alors, il y avait effectivement peut-être les vacances qui allaient arriver, donc cette phase un peu où tout le monde a envie de se dépêcher de tout terminer avant la fin du premier trimestre, les éléments de facturation au niveau du travail. Donc c'est vrai qu'à la fin de ce premier trimestre-là, que ce soit au niveau du mois de mars et au niveau du travail, c'est peut-être le moment depuis le début de l'année où j'étais le moins serein avec tout ce que je devais faire. Et puis cet entraînement, cette planification d'entraînement, le début des allergies, les enfants qui dorment pas bien la nuit. Franchement, c'était très très compliqué. Mais bon, j'ai continué tant bien que mal mon programme d'entraînement jusqu'à cette dernière semaine du semi-marathon de Zurich, où j'ai commencé à recevoir petit à petit les informations me permettant de me préparer pour mon objectif principal de cette première partie de saison. Donc la dernière semaine, je reçois les informations logistiques concernant le dossard, etc. Et première surprise, en fait, en tout cas dans mon esprit, je me suis inscrit à la course déjà en janvier, mais j'avais prévu d'y participer bien avant. Je me suis inscrit à cette course en janvier, et puis à ce moment-là, j'ai pas vraiment fait attention aux informations qu'il y avait sur le site internet, notamment en ce qui concerne la récupération des dossards, les vestiaires et ce genre de choses.
Et puis j'avais prévu, je m'étais dit, c'est pas grave, je regarderai tout ça le jour où j'irai effectuer la reconnaissance du parcours. Donc j'avais prévu d'effectuer une reconnaissance du parcours que j'ai pas réussi à faire malheureusement étant donné les plannings surchargés. Donc ça c'est un conseil que je donne à celles et ceux qui savent qu'ils vont réaliser une course importante euh, à une échéance donnée, c'est de prendre le planifier dès que possible la reconnaissance du parcours. Si c'est une course qui a lieu dans la neige par exemple, bah, essayez d'effectuer la reconnaissance dans la neige une année avant. Par exemple, c'est une course qui a lieu en été, puis que vous avez la possibilité, si vous savez une année à l'avance que vous voulez faire cette course, essayez d'effectuer cette reconnaissance au même moment, en tout cas pendant la même période de l'année ou dans les mêmes conditions que le jour de la course. Comme ça vous permettra aussi de vous rappeler comment réagir ou comment vous avez prévu de réagir à ces situations le jour J. Le fait est que voilà, je me suis inscrit en janvier à cette course et puis j'ai pas anticipé d'effectuer la reconnaissance avant les dernières semaines et ça c'était une boulette. Parce que en même temps que je recevais les informations concernant la course, je me rendais compte que le dossard, il fallait le retirer à Zurich. Pas d'envoi du dossard par la poste. Je me disais naïvement que le dossard était envoyé par la poste comme le font un certain nombre d'organisateurs de courses en Suisse. Donc je me dis super, va falloir que je me tape un aller-retour exprès jusqu'à Zurich pour aller chercher mon dossard. Voilà, donc ça c'est pas prévu dans le budget de base du dossard qui m'a coûté 109 francs. Je me dis excellent. Très bien, je me dis, étant donné que je vois toujours le verre à moitié plein, je me dis c'est l'occasion d'aller effectuer une reconnaissance du parcours. Et puis j'ai congé les mardis, je m'occupe des enfants le matin et l'après-midi, c'est ma femme qui s'en occupe. Donc je me dis, je vais profiter du mardi après-midi de la semaine, parce que les dossards ne sont remis que la semaine de la course. Mardi après-midi, je vais à Zurich, je prends mon vélo, je vais chercher mon dossard et j'effectue une partie de la reconnaissance du parcours à vélo et à pied les tronçons les plus compliqués. Voilà, ça c'était mon plan, aussi simple que ça. Je me pointe à Zurich, j'achète mon billet de train, dégriffé à l'aller, pas dégriffé au retour parce que je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre. Ça m'a coûté une 60aine de francs cette petite histoire. Heureusement que j'ai le demi-tarif des trains. Pour cette reconnaissance, j'embarque mon vélo, j'enlève la roue avant, comme ça je peux le mettre dans une valise et puis ça peut passer comme bagage, comme ça je paye pas le billet pour le vélo dans le train. Donc j'avais déjà prévu tout le truc, c'était nickel, j'avais déjà tout prévu. Et j'arrive à Zurich, je prends mon dossard, je sors de la gare, je dis nickel, je vois le conteneur qui me permet de retirer mon dossard et je me dis nickel, je vais chercher mon dossard, il n'y a pas trop de monde, c'est cool. Je prends mon dossard, je prends mon sac pour le dossard et puis à un moment donné, quand je récupère, j'essaie de dire de mon meilleur allemand, j'essaie de poser la question à la personne qui est en face, s'il y a un vestiaire où je peux me changer parce que j'aimerais bien faire la reconnaissance du parcours. Au début, je me suis dit, le mec, il comprend pas ce que je lui dis, mon allemand est trop nul. Je répète, et puis en fait, je me rends compte que il est un peu interloqué par ma question. Il me dit, il n'y a pas de vestiaire. Allez poser vos questions dans le mall. Il y avait un stand d'information avec toutes les informations concernant la course dans le mall qui était juste à côté, dans un grand magasin. Donc je tairai le nom cette fois. Et puis je me dis, ok, je vais aller poser la question, je vais aller regarder un peu à l'intérieur. Et puis je rentre à l'intérieur et puis j'ai cette désagréable sensation de me dire, purée, ça va être encore plus compliqué que ce que je pensais. Je suis en plein centre-ville de Zurich, il y a la gare, il n'y a aucun endroit où je peux me changer, il n'y a pas de toilette publique, je ne sais pas où mettre mon vélo. Il n'y a aucun prébalisage du parcours qui a été réalisé. Donc je me dis, si je veux faire la reconnaissance du parcours, je vais passer pour un blaireau auprès d'un certain nombre de personnes qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout là ce gars en train de courir au milieu de la route. Donc, je me dis ok, ça va être un peu tendu. Et puis au bout d'un moment je me dis oh purée, ça fait tellement de charge mentale et tout. Il est 16h, je suis à Zurich, je vais faire une reconnaissance pour ce semi-marathon, à quelle heure est-ce que je vais rentrer chez moi? Je me dis ok, bon c'est pas grave, je renonce à la reconnaissance du semi-marathon et puis je rentre chez moi. Donc je reprends mon billet de train. En ayant pris la peine d'un nouveau emballer mon vélo comme un bagage et puis de rentrer chez moi. Donc j'arrive chez moi à 19h. J'ai passé une après-midi, dépensé 62 francs, perdu des heures et des heures où j'aurais pu enregistrer un épisode de podcast, travailler sur autre chose pour aller chercher un dossard
qu'il aurait été possible d'envoyer par la poste, moyennant. J'aurais même été prêt à payer 50 francs. J'aurais fait une économie de 19 francs par rapport à ce que j'ai payé au niveau du train. Je rentre le soir, je commence un peu à m'inquiéter au niveau organisationnel. Je cherche les informations, je me dis, purée, il pourrait quand même envoyer les dossards. J'essaie de regarder s'il y a ces informations-là sur le site internet de l'organisation, qui est uniquement en allemand et en anglais. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas pris la peine de rechercher correctement les informations la première fois. Je me disais que j'avais le temps, et puis même si je parle très bien anglais, je me suis dit, c'est pas grave, je regarderai plus tard. De toute façon, quelle course n'a pas de douche? Eh ben, après avoir cherché, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de douche prévue par l'organisation. Deuxième coup sur la tête, je me dis, comment est-ce qu'on peut payer 109 francs? Je me refais la même réflexion, et puis pas avoir de dossard qui est envoyé par la poste, et pas de dossard, et pas de, et pas de douche pour l'organisation, et pas de douche pour se doucher après la course. J'avais encore en tête les images de l'année dernière quand il faisait vraiment pas beau à l'arrivée. J'ai l'impression qu'il neigeotait presque un peu. Donc je me suis dit, purée, s'il fait froid, je vais arriver trempe, il faut que je puisse me changer. Bah là, c'était pas possible. Donc il fallait que je prévoie des vêtements de rechange pour pouvoir me changer après la course si je voulais pas incommoder les gens sur le trajet du train de retour. Super. Encore un deuxième coup de semonce, la dernière semaine de la course où j'avais déjà justement mon esprit qui était en démobilisation de plus en plus forte, et puis je me disais, est-ce que c'est vraiment une course qui est faite pour moi? D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée, et je l'ai posée à voix haute à ma femme quand je suis rentré. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de participer à ce genre de course-là? Parce que la plupart des courses auxquelles j'ai participé de toute ma vie, c'est la première fois de ma vie à laquelle je participe à une course où il n'y avait pas de douche. Il n'y avait pas de douche à l'arrivée. C'est un truc de dingue. Et c'est le dossard le plus cher que j'ai payé de ma vie. Donc je me dis, waouh, purée. Même à Francfort, où c'est une course où il y a des milliers, des dizaines de milliers de participants, il y avait des douches. Donc là, je comprends pas. Je continue à organiser mon déplacement par la ville de Zurich, et puis je me dis, bah, bon, tant pis, il faut que je prenne mon billet de train maintenant, je sais plus ou moins comment je vais m'y prendre. C'était prévu, étant donné que la course démarrait à 13h15, de partir moi plus tôt le matin, et puis que Laure me rejoigne avec les enfants l'après-midi, et qu'on reste éventuellement sur place pour manger une glace, récompenser les enfants, etc. Ils aiment bien le train, donc dans ma tête, je me disais que ça allait le faire, et puis que ça allait passer crème, qu'ils allaient adorer. Ça a été un peu plus compliqué que ça pour Laure. Les enfants apparemment étaient très très agités. Mais revenons à mon billet de train. La plupart des organisateurs de courses en Suisse, quand on achète un dossard, il y a le prix du billet de train qui est inclus. C'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique. Ça, c'est vraiment génial. Si on veut limiter les émissions de CO2 et le transport individuel motorisé individuel, et si on veut limiter le transport motorisé individuel, eh ben, franchement, il n'y a pas mieux. Mettre le dossard, intégrer le billet pour les transports en commun dans le prix du dossard, les participants n'ont pas d'excuse pour dire « ouais, c'était pas prévu ». Eh ben, figurez-vous que, naïvement, je me disais que le billet de train, le billet de transport était compris depuis chez moi jusqu'à Zurich. Faux! Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le billet de train n'était pas compris dans le trajet, ce qui fait que j'ai dû à nouveau débourser le prix d'un billet de train aller-retour jusqu'à Zurich pour participer à la course. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment hésité à renoncer à participer à la course. Franchement, je me suis dit, rien à foutre, j'y vais pas. Je cautionne pas ça. Je refuse de cautionner ça. C'est pas possible. À ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'être un pigeon. Et je le dis respectueusement de celles et ceux pour qui peut-être cette course à Zurich c'était un immense highlight, c'était une superbe journée, c'était l'occasion pour vous de battre un record, c'était peut-être la participation à votre première course, à la première course à laquelle vous avez participé dans votre vie. Mais moi dans ma tête je me disais mais putain quoi, j'ai payé 109 francs, j'ai pas de billet de train pour le jour de la course,
ils n'envoient pas le dossard par la poste, il n'y a pas de douche. À quoi bon? À quoi bon? Qu'est-ce que quelqu'un qui va participer à une course de l'autre côté du pays recherche finalement? Est-ce qu'il recherche un t-shirt de finisher? Est-ce qu'il recherche une médaille? Peut-être. Mais moi, en tant que participant qui traverse le pays, je recherche une douche pour pouvoir rentrer chez moi proprement. Je serais tenté de dire basta. Franchement, je me serais peut-être assis sur le fait que je doive payer 2 fois le billet de train. En fait, non, je ne me serais pas du tout assis dessus. Et je me suis rendu compte, après avoir effectué des recherches, qu'il y avait bel et bien la gratuité des transports en commun sur l'intégralité du réseau ferroviaire suisse pour les participants à la course, depuis chez eux jusqu'à la course aller-retour, mais uniquement pour les personnes qui s'étaient inscrites pour le marathon. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Donc là, je me disais, waouh, la charge mentale que je me mets à une semaine de la course alors que je devrais uniquement penser à la préparation de la course et à kiffer le moment présent. Je suis allé à Zurich le dimanche pour participer à la course. J'ai participé à la course et en rentrant, j'ai envoyé un mail aux organisateurs afin quand même de leur donner un retour. Un mail respectueux. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle je vous en parle ici, c'est que ça reste quelque chose de respectueux. La sensation et ce que j'ai ressenti, ça ne regarde que moi. Peut-être que j'exagère, peut-être que certains d'entre vous diront peut-être que certains d'entre vous diront que j'exagère, c'est possible, je l'accepte. Mais je me dis quand même, ouais, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas le genre de course auquel j'ai envie de participer à l'avenir. No offense. Je recherche absolument pas ça dans la participation à une course. Et puis dans ma tête, j'étais déjà dans l'hésitation de me dire est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant d'argent pour une course? Et bien maintenant, j'ai la réponse à ma question. Ça vaut absolument pas la peine, surtout quand je vois ce que j'ai eu à la fin. Et en discutant avec Olivier Crovisier, qui a rédigé le livre Ultra Simple, on a enregistré un épisode de podcast qui va sortir avant cet épisode-là. Je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Il m'a rappelé justement, il m'a posé la question, il m'a questionné est-ce que tu leur as écrit? Puis justement à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, il faut absolument que je leur écrive pour leur transmettre ce retour-là, parce que peut-être que eux, dans leur esprit, ils ont tout à fait envisagé autre chose. Et à ce moment-là, ça m'a fait penser à la stratégie des compagnies aériennes low cost qui ont pour habitude pour les stratégies aériennes de low cost, qui ont très justement réussi à niveler et à supprimer les choses que les gens ne jugeaient pas importantes dans leur trajet entre un point A à un point B, à savoir les bagages compris, à savoir les repas, par exemple, pour diminuer les coûts. Et bien là, je me suis dit, le comité d'organisation, ils se sont peut-être dit, que veulent absolument les participants à notre course? Est-ce qu'ils veulent le prix des transports? Est-ce qu'ils veulent des douches? Est-ce qu'ils veulent une médaille? Est-ce qu'ils veulent un t-shirt? J'ai eu une médaille et un t-shirt. La médaille, j'aurais été prêt à payer pour, mais je ne l'aurais pas prise parce que j'en ai pas besoin, j'en ai assez. Le t-shirt, aussi bien soit-il, je ne l'aurais pas pris, je n'aurais pas payé pour, j'en ai assez aussi. J'ai déjà les t-shirts que j'aime bien utiliser pour mon propre entraînement, donc je n'ai pas besoin d'un t-shirt supplémentaire. Ce qui génère encore plus de CO2, la création de ces médailles, la création de ces t-shirts, contrairement au fait d'intégrer le prix du billet de train en transport en commun qui aurait permis de limiter très certainement les émissions de CO2 des participants qui se sont rendus sur place le jour de la course. Venons-en à la course à proprement parler, parce que c'était aussi pour ça que je me suis rendu à Zurich. C'était pour battre ce fameux record qui datait de 2021, que j'avais battu en 2021 autour du lac de Mora, avec des pacers de luxe qui étaient Christophe et David. Il y avait Denis qui avait également participé à ce défi-là, salut Denis, qui avait également battu son record, et il y avait Grégoire qui avait effectué un bout du trajet avec nous. Donc mon record de l'époque était de 1h35, et puis à cause du Covid, la course n'a pas pu avoir lieu en 2021.
Moi, j'étais prêt, je voulais pas renoncer et j'ai demandé à des amis s'ils étaient d'accord de m'accompagner dans ce défi et ils ont accepté. Une gratitude éternelle. Donc, c'était l'occasion ce jour-là aussi, 4 ans après, de boucler la boucle de ce semi-marathon de Zurich que j'ai pas pu courir en 2021 et puis de, entre guillemets, clôturer de la plus belle des manières avec le record. Parce que, comme pour le 10 km de Payerne, comme pour les 10 km de Payerne, je suis allé à Zurich pour battre mon record. Clairement, ni plus ni moins. Le départ de la course a lieu à 13h15. Il y a eu un petit moment de stress où quand on est arrivé avec un ami, bah, on s'est habillé, il n'y avait pas de vestiaire. Ah, en parlant des vestiaires d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote supplémentaire. Quand je suis allé chercher mon starter bag, il y avait un sac qui a été donné également par l'organisation. Et sur le site internet de l'organisation, après que j'ai passé passablement de temps à chercher des informations que je ne trouvais pas, je me suis rendu compte que c'était en fait ces petits sacs-là qui étaient les seuls autorisés à être déposés au vestiaire de l'organisation. Et dans ma tête, je me disais, ah ouais, il n'y a pas de douche, et puis j'ai droit à un micro-sac pour mettre mes habits de change pour la fin de la course, mon ravitaillement et ma petite collation. Tu parles, j'ai pris le plus gros sac que j'avais, j'ai mis tous mes vêtements dedans, et je suis arrivé, j'ai déposé mon immense valise, j'ai dit désolé, il faut que je puisse me changer après la course. Ils ont accepté de prendre le sac, il n'y a pas de souci, j'ai vu qu'il n'y a pas simplement de monde qui avait fait la même chose. Mais là, franchement, c'était une dinguerie. J'ai oublié de vous en parler avant, mais c'est vrai que ça m'est revenu sur le coup. Donc on a perdu passablement de temps à trouver l'endroit pour déposer nos starter bags, moi en l'occurrence mon immense sac. On dépose le sac, on se rend progressivement sur la ligne de départ, on se rend compte que ça commence à bouchonner, il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Mass start tout le monde en même temps à 13h15. Arrive un moment où on se décide à enjamber la barrière pour se retrouver dans le bon bloc de départ. Et à nouveau, je me cache pas trop derrière parce que je sais quel temps j'ai prévu de faire. Donc il y avait les pacers avec leur drapeau, il y avait le pacer du drapeau 1h35, je me suis dit, lui, je me mets devant. J'ai vu le pacer 1h30, je me suis mis un peu derrière, et mon objectif, c'était de ne pas me faire dépasser par celui d'1h30 et d'essayer de voir le plus longtemps possible le pacer. Mon objectif, c'était pas de me faire dépasser par le pacer d'1h35 et de visualiser le plus longtemps possible le pacer d'1h30. Pan, la course part. Je démarre la course sur une allure de 10 km. Je m'en rends compte, mais je m'en fiche, j'y vais. Je cours, les kilomètres s'enchaînent. À chaque fois, je vois que j'ai les allures et j'ai des sensations qui me rappellent mon 10 km, mais je sais que je ne suis pas en train de courir un 10 km, mais un semi-marathon. Je me dis, à un moment donné, tu vas payer cher les efforts que tu es en train de fournir maintenant. Mais je m'en fichais, j'y suis allé. J'ai bouclé les 10 premiers kilomètres en 43 minutes et 18 secondes. 1 minute moins rapide que mon record au semi-marathon. Dans ma tête, je me disais, je suis pas trop mal au niveau. Moi, dans ma tête, en fait, je me disais rien du tout. Dans ma tête, je savais pas quoi me dire parce que je me disais, mais attends, t'es sur un rythme de combien là? Ok, j'ai évacué les pensées parasites parce que je savais qu'il arriverait de toute manière un moment où ça allait commencer à être difficile. Ça, c'était clair et net parce que si les 15 km à Kerzers s'étaient bien passés, il y a eu des montées, il a fallu relancer, à aucun moment je me suis retrouvé aussi longtemps à courir autant rapidement. J'ai franchi le 10e kilomètre. Le parcours du semi-marathon de Zurich, c'est un départ où on part vers le sud-ouest, vers le sud-est du lac de Zurich jusqu'au 8e kilomètre et ensuite à partir du 8e on revient dans l'autre sens, on revient sur nos pas, on fait une boucle de 3 km à peu près dans la ville de Zurich. Donc 8 km on revient dans l'autre sens. Et tout ce que j'ai descendu, forcément il fallait le remonter. Même si c'était que quelques mètres, je les sentais directement. Donc à partir du 8e kilomètre je savais que ça rigolait déjà plus. Entre le 12e et le 15e kilomètre je commençais à avoir une sensation de lourdeur. Et puis, entre les kilomètres 15 et 19, un mur mental. Un mur mental comme je crois que j'en ai jamais ressenti de toute ma vie.
C'était un truc de dingue. J'avais l'impression de m'affaisser. J'avais l'impression de marcher. J'avais l'impression de m'arrêter. À chaque pas, je me disais, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Arrête ces conneries. Tu vas pas y arriver. C'est pas possible d'être autant bête. Pourquoi t'es parti aussi vite? Nanana. Je me suis laissé polluer réellement entre le 15e et le 20e kilomètre peut-être. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'ai pas eu un mur d'hypoglycémie, j'ai eu un mur mental. Parce que dans ma tête, j'étais clairement pas prêt à endurer un tel effort autant longtemps. Ce qui m'a permis de tenir, c'était quelque chose, une phrase qu'un de mes coachs me disait à l'époque, de me dire, d'ailleurs la première fois pendant que je sentirais que je serais dans le dur, dans le cadre de mon challenge semi-marathon en 2021, c'était de me dire, allez vas-y, lâche pas, après ça, il n'y a plus rien. Et cette fois, je me suis autorisé à me le dire parce qu'il n'y avait effectivement plus rien. Il n'y avait plus de course après. Donc je pouvais me permettre de me le dire. Ça m'a pas vraiment aidé. En fait, ça m'a pas vraiment aidé. Et entre le 15e et le 19e kilomètre, je me suis fait dépasser par un max de gens. Et ça, franchement, au niveau du mental, ça aide pas. Autant au départ, j'ai dépassé tellement de monde. J'ai l'impression de voler. Je savais que j'allais en chier. Mais sur la deuxième partie de la course, il y a tellement de monde qui m'ont dépassé. Preuve qu'on n'avait pas tous les mêmes stratégies de course. Il y en a qui sont partis peut-être tranquilles et qui ont essayé de se rattraper sur la fin. C'était pas la stratégie pour laquelle j'avais opté parce que je savais que tout le temps que je perdais au début, j'arriverais pas à aller le rechercher plus tard. C'est peut-être pour ça aussi que je suis parti volontairement à une allure où je savais que ça serait trop rapide parce que je savais qu'arriverait un moment où de toute façon j'aurais ralenti. Chose qui est effectivement arrivée. Donc j'ai fait un puissant positif split à la fin, ça c'est clair. Mais je m'en fichais. Parce que ce qui importait pour moi, c'était pas abandonner. Je savais que ma femme et mes enfants étaient là. Je savais qu'ils seraient vers la fin. Ça m'a un peu tiré en avant. Mais c'est avec l'énergie du désespoir que j'ai continué à courir. J'ai continué à courir, je me suis mis en mode off et je me suis répété après ça, il n'y a plus rien. 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 Lâche pas, lâche pas. T'as pas envie de marcher devant tes enfants. T'as pas envie de marcher devant tes enfants. Allez, souris, souris, souris. Et j'ai pensé à ce que disait aussi Véronique Durer dans l'épisode 80 qui est sorti le lundi 28 avril. Faut pas oublier de sourire avant la ligne d'arrivée. Il y a plein de photographes. Faut pas oublier de sourire. Et puis, petit à petit, j'ai pas donné le tour, mais je savais que la souffrance allait diminuer, qu'elle allait se terminer, surtout. J'ai pas accéléré, j'ai juste continué. Et j'ai juste continué jusqu'à la ligne d'arrivée. 1h34, 27. Record personnel battu de 33 secondes. C'est un truc de dingue. Vous imaginez pas dans quel état j'étais à l'arrivée de cette course. J'arrivais pas à savourer, j'arrivais pas à réaliser que j'avais battu ce record. Il n'y avait pas cette sensation de fierté que j'avais à l'issue des 10 km de païen parce que là, je suis allé puiser dans tout ce que j'avais, j'étais vidé. J'en avais marre. J'en pouvais plus. Ils m'ont donné mes médailles, il y avait la collation pour les finishers. J'ai mangé je sais pas combien d'oranges. Je me suis jeté sur toute la nourriture que je trouvais, j'ai bu, j'en pouvais plus. Je me suis même pas rendu compte que j'avais un téton rouge sang. J'espère que ça sera pas censuré. J'avais vraiment le téton droit qui était rouge sang de frottement pour un t-shirt que j'avais déjà utilisé. Mais la répétition des mouvements, je sais pas si j'ai commencé à me crisper au bout d'un moment et puis je me frottais davantage, je sais pas. Mais j'avais un téton qui était rouge sang. Et je m'en étais même pas rendu compte. Il m'a fallu quelques temps pour réaliser ce débrief quand même, pour essayer de trouver le bon ton. Et d'ailleurs, je m'étais dit que j'allais enregistrer en vrac les débriefs de chacune de ces courses-là, que j'allais vous les proposer. Mais en fait, là, ça fait 57 minutes que je vous parle. Et puis, à part quelques coupures, je vais vous proposer cet épisode-là. Sans scénario,
en live, en débrief, à froid, sur mes expériences sur chacune de ces courses-là. Comme ça, il y a aussi cette authenticité et puis je me réjouis en tout cas de voir comment vous allez réagir à ce niveau-là. Les retours de ce semi-marathon de Zurich, je sais que pour mon marathon qui aura lieu, je sais que pour la prochaine fois que je participerai à un semi-marathon, je mettrai un pansement sur les tétons, ça c'est clair. Un autre point que je vais retenir, c'est d'avoir avec moi une ceinture d'hydratation. J'ai pas voulu l'avoir avec moi lors du semi-marathon parce que j'en ai pas porté pendant mes entraînements pendant la première partie de l'année et je voulais pas avoir à gérer des gestes au niveau du bras par exemple, aller chercher la gourde derrière, tout simplement parce que j'en avais pas l'habitude. Même si j'ai l'habitude de courir comme ça avec la ceinture pour pouvoir mettre mes clés et la flasque, mais j'ai pas l'habitude d'avoir couru pendant longtemps avec cette ceinture, donc je voulais pas m'ajouter quelque chose d'inutile. Ce qui fait que j'ai porté ma gourde d'hydratation de 5 décis dans la main droite, alternance main droite, main gauche, plus confortable sur la main droite pendant toute la durée de la course. Et c'est peut-être justement cette flasque qui frottait contre mon t-shirt et qui frottait contre mon téton qui faisait que je me suis fait mal. Je me disais que j'allais peut-être pouvoir commencer à proposer du coaching. Alors pour le moment, j'ai clairement pas le temps et c'est clairement pas le propos. Mais c'est surtout que je vais pouvoir vous parler davantage d'entraînement moi-même, sans forcément faire appel à des personnes externes, parce que je commence à avoir petit à petit du recul sur les différents entraînements que je pratique, que je réalise chez moi, que je réalise pour ma femme. Donc je peux commencer à vous donner des conseils un peu plus enrichissants et à étoffer un peu les takeaways, les choses que vous pouvez emporter avec vous, je dirais, à l'issue des épisodes de podcast. Donc ça, c'est vraiment très enrichissant. Quelque chose que j'ai adoré aussi dans cette première partie d'année, c'est le fait d'avoir systématiquement essayé d'intégrer la famille dans mes aventures, que ce soit à Berne, que ce soit à Payerne ou que ce soit à Zurich. Ça s'est rarement passé comme prévu. Les enfants ont toujours été plus pénibles que ce qui était prévu. Mais c'est pas grave, c'était important pour moi que la famille puisse être là et puis qu'ils puissent être associés à ça. Parce que j'ai aussi réussi à battre mes records, grâce au fait que j'étais absent pour m'entraîner. Mais aussi parce que je savais que je le faisais pour moi et puis que c'était aussi un moyen pour moi le jour des courses de leur montrer regardez pourquoi est-ce que je fais tout ça et puis regardez ce que j'ai fait, c'est entre guillemets pas en vain, quand bien même mes enfants à cet âge-là ils s'en foutent un peu, la seule chose qui les intéresse c'est la glace. J'en ai dit beaucoup de ce débrief de cette première partie de saison. J'aurai l'occasion, dans le cadre d'épisodes de podcast spécifiques, de revenir petit à petit et bout à bout, de revenir petit à petit sur des éléments spécifiques. Et puis, j'aurai l'occasion, lors d'épisodes de podcast spécifiquement dédiés, de revenir sur des éléments spécifiques dont j'ai parlé aujourd'hui. J'espère que ce petit message de moi à toi, débriefing un peu plus tiède, un peu plus à froid, après cette première partie de saison t'aura plu. Au niveau des défis qui m'attendent également pour la deuxième partie de l'année, je me suis mis en tête d'aller chercher entre guillemets mon potentiel au niveau du marathon. Et ça, c'est à nouveau une plongée dans l'inconnu, parce que j'ai réalisé une seule fois un marathon, c'était en 2019, celui de Francfort. Et puis je l'avais couru en étant blessé. Je m'étais blessé en 2019 en été, fin de l'été, et puis je m'étais déjà inscrit au marathon de Francfort. Laure était enceinte, elle l'était à terme d'ailleurs. Non, le terme de sa grossesse était prévu, je crois, 2-3 jours après le jour de la course. Donc j'étais un peu tendu de partir à Francfort en train avec Christophe pour aller participer à mon premier marathon, mais bon, j'y suis quand même allé. Je m'étais dit que c'était 4 heures de train et puis que ça allait le faire. Au pire, si je devais revenir dans l'autre sens, je serais là avant que bébé arrive. Je suis arrivé 1 semaine et demie avant que bébé naisse, donc c'était très très bien. Mais cette année, maintenant que je sais que je suis capable de courir un semi-marathon,
je vais aller chercher le marathon que j'avais déjà prévu de courir l'année dernière. Mais maintenant, je suis pleinement boosté et j'ai pleine confiance en ma capacité d'aller chercher un superbe premier temps de référence hors blessure en marathon qui aura lieu le dimanche 26 octobre 2025. Donc cet été, je vais m'entraîner. Cet été, je vais m'entraîner pour ce marathon. Je vais participer à des courses de préparation cet automne, comme Mora Fribourg. Et cette année, clairement, je vais aller chercher le record. Je le dis maintenant, comme ça, sans détour, j'assume. Je vais chercher mon record au Mora Fribourg. Je ne vous dis pas de combien il est pour le moment. Je tease un peu le truc. Mais je vais travailler mes faiblesses. Je vais essayer de me concentrer, de me discipliner pour pouvoir aller davantage à la salle de sport pour effectuer mes entraînements de renforcement, pour pouvoir avoir un corps et une carrosserie qui tiennent le choc pour ce marathon. Et puis je vais réellement réaliser des entraînements difficiles suffisamment tôt, parce que je capitalise quand même sur les gains de cette première partie d'année. Donc je ne vais pas recommencer depuis le début la préparation physique générale, etc. Donc j'ai gagné un peu de temps, donc je vais quand même aller taper dans les choses qui font mal assez rapidement afin d'être prêt pour le jour J. Je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle aventure qui va débuter très bientôt. J'espère que ce débrief à froid vous aura plu. Je vous invite à venir discuter avec moi sur Instagram et à me poser vos questions. Où que vous soyez, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.